Je ne sais pas si on m'entend à distance. À distance aussi? Il y a un signe que, bon, je ne sais pas, j'ai pas le... simplement, notre intervenant a eu un peu de retard, il vient d'arriver, donc la conférence commence dans 2 minutes. Tout petit peu de patience. Fonctionne? Oui. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez RTE. Merci d'être présents, que ce soit physiquement ou à distance. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Benoît Coquart. Je me permets et je me risque de vous présenter. C'est toujours un risque, ça. Vous êtes sociologue à l'Institut, là je vais prendre mes notes, vous êtes sociologue à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, au Centre d'économie et de sociologie appliquée à l'agriculture et aux espaces ruraux de Dijon. C'est ça. Et vous êtes considéré comme un spécialiste des classes populaires rurales. Vous avez écrit entre autres un ouvrage dont le titre est « Ce qui reste ». Faire sa vie dans les campagnes en déclin. Cet ouvrage est dédié aux jeunes ruraux de l'Est de la France. Vous y analysez les aspirations d'une certaine jeunesse pour qui la reconnaissance sociale et la valorisation de soi ne passent par d'autres voies que par des études supérieures. Ce qui reste valorise avant tout la solidarité territoriale et amicale du territoire et face aux difficultés de la vie. Vous y abordez de nombreuses problématiques, la perception des politiques écologiques, les difficultés d'accès à l'emploi dans une région particulièrement désindustrialisée qu'est l'Est de la France, les transformations des formes de sociabilité, le lien de ces phénomènes avec le vote RN. Vous y évoquez également l'interconnaissance. Alors, je vous avoue que j'ai été voir dans le dictionnaire, c'est tout le monde connaît tout le monde, l'interconnaissance. Le lien, le délitement du tissu associatif et le passage à une logique sociale clanique par clan, en fait. Et d'une façon plus générale, l'accès à l'emploi. Ce qui est particulièrement intéressant sur les travaux que vous menez, c'est que des travaux de sociologie, vous mêlez la géographie, la sociologie du genre, l'économie, l'analyse comportementale des stratégies sociales et les intentions de vote.
Par exemple, au lendemain du 9 juin 2024 et la victoire d'un parti d'extrême droite aux élections européennes, vous avez livré plusieurs analyses socio-géographiques sur ces résultats. Et là où beaucoup de voient simplement peut-être pas, mais voient dans le vote RN un ressentiment anti-élite, vous soulignez l'attachement à un style de vie fondé sur l'autonomie et l'entraide amicale. Bon, je vais m'arrêter là parce que vous allez parler de tous ces sujets bien mieux que moi. Juste avant de vous laisser la parole, je veux juste resituer le contexte. Cette conférence d'aujourd'hui, elle fait partie d'un cycle de conférences intitulé « Regard de ruralité », organisé par la Fondation RTE pour les ruralités. L'objectif de ces conférences, c'est de mieux comprendre les réalités du monde rural. Et là, je m'adresse au personnel RTE. Je rappelle que 80, alors je ne sais jamais si c'est 80 ou 88% de notre réseau électrique passe dans le monde rural. Le thème de la conférence aujourd'hui, c'est adaptation, contournement ou autonomie, les populations rurales face à l'injonction de la transition écologique. Sujet extrêmement intéressant pour tout le monde, et notamment pour les salariés d'une entreprise comme RTE. Et maintenant, je vous passe la parole. Eh bien, bonjour tout le monde. Je vous remercie de m'avoir attendu. Désolé d'être un petit peu en retard. Juste peut-être un petit point sur le temps. Il est 9h40. Est-ce que je reporte ça sur mon temps de parole? Alors, à 9h30, il y a des réunions, donc 9h30? peut-être moins de 10h. À 10h30, pardon, on devra arrêter. Ok. Donc, on garde peut-être 10 minutes de questions à la fin. Ah oui, largement, oui. Oui, oui. 15 minutes. Ok, très bien. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de pouvoir parler de ce sujet-là avec vous parce que souvent quand on est amené à faire des conférences et notamment un petit peu en dehors du monde universitaire, on doit tordre beaucoup, on va dire, ces objets, la manière dont nous on problématise en fait les questions. Alors que là, on s'est tout de suite retrouvé avec les organisatrices sur un thème qui nous allait à la fois pour avoir un sujet qui était probablement vous au cœur de vos préoccupations, et puis qui moi me permettait de raconter ma recherche comme je le ferais en fait devant un public de collègues. Donc voilà, vous allez voir, j'espère que ça suscitera chez vous des interventions après et des échanges. En tout cas, je vais faire en sorte de ne pas tout englober et répondre à tout durant ma conférence, pour laisser un peu de temps à une interprétation qui vient aussi de votre part et puis qui me permette moi d'avoir des remontées de terrain sur des gens qui travaillent dans ces contextes-là. Donc on a intitulé ça adaptation, contournement ou autonomie. En fait, la question de la ruralité, elle est revenue dans le débat public largement, comme vous l'avez dit, avec la question du vote, des périodes électorales. C'est souvent ça, en fait, quand on s'intéresse à des groupes qui ont été identifiés avant tout comme des clusters de votants, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a des sortes de comportements homogènes comme ça qui caractérisent la ruralité, notamment dans le vote. Alors c'est pas nouveau, hein. Généralement quand on parle des populations rurales, on a tendance à les homogénéiser, à dire que voilà, elles se comportent comme un tout, et que ça soit en marketing, en communication ou en sociologie électorale, en analyse électorale, on se dit voilà, là il y a une cible homogène et uniforme dont on peut parler, c'est le rural. Évidemment, dès qu'on met son nez dedans, ou dès qu'on y va un petit peu, on voit que tout est différent et que c'est plus compliqué que ça. Néanmoins, moi, ce que je vais essayer de faire devant vous aujourd'hui, c'est de ne pas jouer au jeu des 7 différences permanents, aux chercheurs qui disent c'est plus compliqué que ça, mais qui ne donnent pas en fait de grande dynamique et de lois générales, parce que le but aussi de la sociologie, c'est vraiment de dégager des lois générales par-delà les particularités territoriales. Et donc il y avait cette question du vote, voilà, qui était devenue omniprésente, mais elle marche en fait de concert avec un autre enjeu du débat public et on va dire des réformes politiques depuis pas mal de temps, c'est l'adaptation des populations qui vivent loin des grandes villes aux enjeux écologiques. Et quand on le dit comme ça, c'est en fait leur réaction politique, pour le dire plus clairement, leurs oppositions aux normes environnementales telles qu'elles sont édictées par les politiques publiques. Alors on va essayer de parler un petit peu de tout ça. En commençant par une date, le 17 novembre 2018, durant laquelle moi je me retrouve sur un péage autoroutier
dans le Grand Est, quelque part dans le Grand Est de la France. Donc je garde anonyme mes terrains, etc. Si vous voulez, on en parlera un petit peu après la conférence. Mais en tout cas, on se situe dans le Grand Est de la France. Moi, je quitte ce jour-là la métropole dans laquelle je travaille, où il y a mon laboratoire de sociologie qui est Dijon. Je prends ma voiture parce que ça fait bientôt 10 ans, mais là, ça fait 6 mois que j'ai repris en fait un terrain intense auprès de gens de milieu populaire qui vivent dans le Grand Est. Et ils s'étaient engagés au mois de mai, d'avril-mai, contre la réforme des 80 km/h sur les routes départementales et nationales. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais ils étaient très opposés en fait à cette réduction de la vitesse sur la route. Un petit peu avant, ils avaient pas mal bougé contre les radars automatiques. C'était encore un peu plus ancien, hein. Il y a beaucoup de radars qui restent d'ailleurs aujourd'hui vandalisés et qui n'ont pas pu s'implanter dans ces territoires-là. Les 80 km/h donnent lieu à des groupes Facebook, puisqu'on est déjà à l'époque des réseaux sociaux en 2018, y compris en milieu populaire, on commence à utiliser Facebook. Les classes supérieures, plus dotées en capital culturel, plus diplômées, utilisent déjà les Instagram et d'autres réseaux. Mais en milieu populaire, là vraiment, on est sur Facebook. Et on crée des groupes qui s'appellent la France en colère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les Gilets jaunes, avant les Gilets jaunes, ce n'est pas eux qui se sont appelés les Gilets jaunes, c'est les médias qui les ont appelés comme ça. Ils s'appelaient la France en colère. Et sur les groupes de la France en colère des 80 km/h, durant tout l'été, je vois les jeunes femmes et les jeunes hommes que je suis, qui sont des vingtenaires, trentenaires, ouvriers de la logistique, du bâtiment, des transports, employés du CARE, c'est-à-dire dans l'assistante à l'aide à la personne, aide à domicile, qui contribuent en fait dans ces groupes-là activement et qui commencent un peu à poser des idées et à dire à la rentrée on bloque tout. Ça ne se passera pas comme ça. Donc après, évidemment, tout ne s'enclenche pas si vite, mais arrive ce jour en fait du 17 novembre où, suite à un peu un buzz en fait sur les réseaux sociaux d'appels de certaines figures comme ça qui vont émaner, qui sont toutes des femmes au départ, chez les Gilets jaunes, il va y avoir ce jour de mobilisation. Donc moi, je prends ma voiture depuis Dijon, pas un seul gilet jaune dans la ville, pas de mouvement. À l'époque, même les collègues universitaires, mais aussi les relais qu'on a dans les médias s'intéressent peu à ce mouvement-là. Les seuls qui appellent en fait à rejoindre, c'est le matin, j'écoute et la veille les grandes gueules sur RMC, donc une émission plutôt citée à droite, qui disent allez-y, demain mettez un gilet jaune, c'est un mouvement anti-taxe, c'est le remake des bonnets rouges, qui était un mouvement contre les péages, contre une nouvelle sorte de péage dans l'ouest de la France qui avait bien pris. Et donc ils appellent en fait à rejoindre ce mouvement-là. Et ça loupe pas, je prends ma voiture, il n'y a personne dans la métropole, personne dans le périurbain, et d'un seul coup, premier rond-point de zone industrielle et rurale, c'est bloqué, il y a des gilets jaunes partout, les gens ont des gilets jaunes aussi quand ils ne participent pas sur leur tableau de bord. L'autoroute est complètement à l'arrêt, on roule dans un pays complètement à l'arrêt, c'est assez hallucinant, un mouvement social qui arrive comme ça à avoir un impact aussi fort dès le premier jour. Et je rejoins donc mes amis maintenant et enquêtés qui sont sur un péage d'autoroute, qui ont tout bloqué et qui sont là depuis 5h30 du matin. Donc moi j'arrive à peu près à 7h. Et là, spontanément, il m'arrive quelque chose qui bouscule, et c'est ça qui est bien, tout ce que j'avais écrit auparavant. Moi, je m'apprêtais, en fait, à cette époque-là, à publier mon livre « Ce qui reste », en fait, issu d'une thèse que j'avais finie en 2016. Donc voilà, là, c'était un peu un terrain bonus que j'étais en train de faire auprès d'eux. Et notamment, mon chapitre de conclusion expliquait qu'en fait, ces milieux-là, malgré l'augmentation des inégalités, malgré plein de choses qui pourraient de manière, si on faisait rationnelle, si l'on veut, les amener à contester leurs conditions, ne se bougeraient pas politiquement. Donc en fait, en plein dans le mille, il arrive les gilets jaunes, et je retrouve sur ce péage une centaine de personnes, avec à peu près la moitié de femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs divorcées, c'est elles qui avaient organisé le rassemblement ce jour-là. Alors très vite, elles vont se faire dépasser, hein, les leaders, ça va tous être des hommes barbus qui se filment dans leur camion. On a les trucs assez habituels des mouvements politiques qui se reproduisent. D'ailleurs, les leaders nationaux des Gilets jaunes, ça va être des gens habitués des médias, qui habitent Paris, parce que j'en ai parlé après avec les journalistes, ils vont dire dans les rédactions, il fallait quelqu'un qui soit là, disponible. On n'allait pas chercher la légitimité du terrain, mais plutôt la disponibilité pour le plateau. Donc les figures qui ont émergé étaient plutôt ces figures masculines que les petites mains, on va dire, qui étaient là dans l'organisation concrète et sur le terrain, sur le temps long. Mais ça me surprend beaucoup. Il y a des retraités, mais il y a aussi beaucoup d'ouvriers de l'industrie qui me disent ce qu'on ne peut plus faire au boulot, on le fait ici. Et qui se rendent compte, qui me disent quelque chose, j'entends beaucoup généralement dans ces milieux-là, on pense tous à peu près pareil. C'est-à-dire que notre mouvement est légitime parce qu'on fait tous le même constat.
on n'en peut plus de la voiture, on n'en peut plus de, comme dit la Vanessa, c'est avec elle que j'ouvrais le livre, c'est une employée, elle me dit j'en peux plus de bouffer de l'essence, manger des amandes, dit c'est mon quotidien, et l'essence c'est devenu pour des jeunes couples la goutte de trop dans leur endettement pour l'accès à la propriété. L'accès à la propriété qui, comme j'explique dans le livre, est un prérequis en fait pour réussir sa vie dans ces milieux populaires ruraux. C'est-à-dire que vous avez des faibles salaires, plus faibles qu'en ville, mais néanmoins, pour être une famille respectable, honorable, cocher toutes les cases de l'homme ou la femme accomplie, il faut accéder à la maison qui va avec la voiture, et la maison avec la voiture est généralement de plus en plus éloignée de votre emploi. Donc en fait, il y avait un discours chez ces gens-là qui était assez lucide, où ils disaient ils nous ont tout retiré, c'est-à-dire que l'école est de plus en plus loin, c'est des groupements scolaires, le supermarché est plus loin que les supérettes, l'usine, la fonderie par exemple du village a fermé et on travaille tous dans l'entrepôt Amazon ou dans la grande usine qui se situe à 30 km. Donc en fait, on mange des amandes et on bouffe de l'essence parce qu'on ne l'a pas choisi, parce qu'il y a eu un retrait en fait de ce qui nous approvisionnait en ressources économiques, mais aussi en capital finalement public avec les services de l'État. Tout ça s'est retiré. On nous demande de faire de plus en plus de kilomètres. On regrette l'époque des anciens où on faisait tout à vélo. Et là, on vient nous mettre cette taxe carbone en fait qui pénalise un style de vie auquel à la fois on tient, parce qu'on tient à sa maison, à sa voiture, même qu'on appelle la titine, etc. Bon, ça, c'est pas nouveau. Mais d'un autre côté, on le subit. Et c'était vu comme injuste, en fait, de la part des réformateurs, qui, eux, tout de suite, ont été identifiés comme un « eux ». Et ça, c'était très fort pour moi, parce que je m'intéresse beaucoup aux consciences de classe, on va dire, aux consciences collectives, la manière dont les gens pensent qu'ils ont des intérêts partagés avec d'autres. Et là, tout de suite, ils se sont rendus compte que les gens qui décidaient des réformes n'étaient pas comme eux, ne partageaient pas leurs conditions de vie. Et il y avait aussi quelque chose un peu de fédérateur en fait dans ce mouvement-là, parce que c'est quand même des gens qui ont passé l'hiver dehors, dans des cabanes, qui sont restés plusieurs semaines fédérés autour d'un feu, qui m'ont dit on voit plus personne maintenant en fait dans la vie quotidienne, on travaille tous loin de chez nous, et c'est vrai que quand on s'amuse à faire des statistiques en sociologue quand même, on observe aussi ce qui se passe concrètement sur le terrain, mais on fait aussi des chiffres, on voit que la vie rurale aujourd'hui elle est marquée par le fait que dans les ruralités les gens travaillent plus dans leur village. Ils travaillent dans les métropoles ou dans les zones périurbaines proches. Et en fait, toute la ruralité en France, qui recouvre à peu près 40% de la population, si on prend les petites villes et les zones rurales, néanmoins, elle est quasiment tout entière aujourd'hui dépendante des secteurs économiques des métropoles et de ce qui en dépend autour dans les couronnes périurbaines. Donc il n'y a plus cet effet, si vous voulez, que c'est assez rare en tout cas, que je voyais, de ce que je décrivais dans le livre, du jeune apprenti maçon qui travaille dans le village, dont tout le monde dit qu'il a de l'or dans les mains, qui se dévoue, etc., au travail très tôt parce qu'on le voit travailler sur place. La jeunesse aujourd'hui en bénéficie moins de cette reconnaissance-là. Elle est dans son SUV, elle prend la 4 voies, elle fait 3 quarts d'heure de route pour aller bosser et elle revient. Et les plus anciens du village vous disent les jeunes, on ne les connaît pas. On les voit juste rentrer la voiture le soir. Donc il y a moins de ressources comme ça, symboliques de l'interconnaissance, pour le coup, qui est le fait d'être reconnu, d'être du coin, d'être reconnu pour son travail, de passer pour quelqu'un qui donne de sa personne, qui n'est pas feignant, enfin, toutes ces caractéristiques qu'on me répétait toute la journée en fait, sur ce terrain-là. Et là, avec les Gilets jaunes, l'occupation des lieux publics leur permettait de recréer aussi un nous qui était le fait de se voir. Tous les jours, ils se voyaient, et très vite, de la même manière en fait que peuvent s'appeler les gens les plus proches, les plus amis sur mes terrains, on s'est appelé la famille. On a dit ici c'est la famille. Et beaucoup de personnes qui se retrouvaient par le hasard de leur vie et de leur trajectoire sociale, généralement les plus précaires, qui se retrouvaient un peu esselés de tous les réseaux locaux, qui avaient moins d'amis sur place, ils se sont agrippés en fait à ce mouvement-là aussi pour être intégrés socialement. Et ça, c'est une dimension qui pour moi a été déterminante. Je pense qu'on n'en a pas trop parlé dans les médias. Pour le coup, ceux qui l'ont saisi, c'est des gens comme Florence Aubenas, la journaliste qui fait, elle, de l'immersion sur ces terrains. Son premier papier dans Le Monde, pour lequel elle prend plusieurs semaines avant de le sortir, il est là-dessus. Il est sur l'amitié chez les Gilets jaunes et comment, au lieu de les catégoriser de droite, de gauche, etc., c'est avant tout, en fait, le fait de trouver un milieu intégrateur qui les fait poursuivre le mouvement. Et ça, c'est très, très important. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'ils vont se rendre compte
via des petits accrochages, des gens qui forcent les barrages, qui les insultent, qui très tôt leur disent qu'ils ne servent à rien, qui les empêchent de travailler, qu'en fait il y a du mépris social à leur encontre. Parce que souvent on pense en fait que ces populations-là se sentent abandonnées, injustement méprisées par la ville. En fait, ce qui se passe, c'est vu qu'il y a peu de contact social entre notamment les milieux populaires ruraux et les personnes qui produisent en fait les images de la société, c'est-à-dire typiquement nous, les universitaires, des journalistes, etc., des hommes politiques. Ces populations-là se croisent peu, donc on ressent peu le mépris de la part de gens qu'on croise peu et qu'on voit pas, qui n'est même pas en fait dans son espace médiatique parce que c'est pas ces médias-là qu'on consomme. Par contre là, sur le péage, il y a eu en fait tout un tas d'événements que j'observe, qui les fait prendre conscience qu'il y a les comme nous. Ça, c'était vraiment l'expression qui revenait, les comme nous, ceux qui comprennent, ceux qui klaxonnent, ceux qui amènent de la soupe, etc. Ceux qui disent que ça serait bien de supprimer l'ISF tout en baissant les impôts. C'est-à-dire, c'est ça un peu ce qui est vu comme paradoxal, mais on expliquera après que ça l'est pas. Mais en tout cas, qui comprennent qu'on partage des conditions de vie et d'existence qui font qu'on peut faire les mêmes constats, et les autres pour qui on ne compte pas. Et donc là, ici, c'était un enjeu pour eux de continuer à être respectables tout en faisant un mouvement politique qui, alors, au départ, leur paraissait en fait complètement rassembleur. C'est-à-dire, ils disaient c'est bien les gilets jaunes parce que tout le monde pense comme nous. Regarde, tout le monde a mis le gilet jaune. Et au fil du temps, il y a eu des petits accrochages. C'est-à-dire qu'on s'est dit dans le groupe, on a décidé en votant en main levée qu'on ne bloquerait plus les camions des artisans. Les artisans, qui avaient notamment parfois insulté certaines personnes sur le barrage parce qu'ils les empêchaient de passer, les empêchaient de travailler, qu'eux avaient des impôts à payer, que c'était eux qui payaient le RSA des gilets jaunes qui étaient là ou les retraites des gilets jaunes qui étaient là à garder en fait le péage pendant plusieurs semaines. Les gilets jaunes eux-mêmes me disaient je suis en train de perdre tous mes amis parce qu'on me traite de feignant, que je ne veux pas retourner au travail, alors que et les gens vous disent je suis pour les revendications des gilets jaunes, mais pas pour ce mouvement politique qui m'empêche de passer le rond-point devant chez moi avec ma camionnette et mes apprentis et mes ouvriers. Ça, c'était le discours des petits patrons que je suivais. Et donc, on a décidé petit à petit sur le péage de ne plus les bloquer. Aussi d'éviter, mais là ça s'est imposé dès le début, mais encore plus après, le terme écolo, de ne plus en fait s'identifier, parce qu'au départ il y avait cette idée qui avait été largement diffusée sur les groupes Facebook de dire revendiquez-vous comme les vrais écolos, c'est-à-dire que vous n'êtes pas les vrais pollueurs, et puis on affichait comme ça des grandes raffineries ou des jets privés pour montrer que finalement ceux qui édictaient les normes environnementales, qui venaient plutôt du coup des catégories supérieures de la société, étaient aussi ceux qui utilisaient le plus de CO2, et que nous, avec notre petite voiture en milieu rural, on n'était pas les plus gros pollueurs. En fait, tout ça, c'est un peu amoindri parce qu'il y avait tout dans les différentes conversations que j'ai observées, les accrochages, il y a eu tout un amalgame de faits entre si tu défends l'écologie, tu passes en fait pour quelqu'un qui n'est pas du côté du travail. Et le côté du travail, dans ces milieux populaires, depuis très longtemps, c'est aussi repousser toute l'offre politique et les discours qui vous feraient assimiler à la gauche. Par exemple, sur mon terrain, depuis que cette figure-là a émergé en politique, faire le Mélenchon, ça peut être grincheux, mais c'est aussi ne pas vouloir travailler. Contester en fait le fait d'aller au travail, voilà, c'est devenu un lieu commun qu'on retrouve. Il y a pas mal de sociologues et de journalistes d'ailleurs qui entendent la même expression un peu partout en France, en milieu populaire. Et c'est là où j'en arrive un peu au cœur de mon propos. Il y a eu en fait dans la lecture de ce mouvement, il me semble tout une incompréhension, peut-être volontaire de la part de certains, mais en tout cas de bonne foi de la part pas mal de monde, qui était dans comment on répond en fait à ce mouvement et comment on catégorise du coup ces populations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle des campagnes, on dit beaucoup la France périphérique. C'est une notion qui a été très popularisée au début des années 2010, moi quand j'ai commencé à travailler sur ces objets-là. C'est un géographe qui s'appelle Christophe Guilluy qui avait fait un essai qui a eu une promotion exceptionnelle, qui a fait l'ouverture notamment du 20h de France 2, qui a été très très promu à l'époque par Manuel Valls. Aujourd'hui, il est plutôt catégorisé comme un penseur du RN, mais en tout cas à la base, lui, il se définit comme de gauche, plutôt chevènementiste, et il est dans les réseaux Valls, et c'est comme ça que sa théorie est poussée, parce qu'il ne vient pas du milieu universitaire, c'est un consultant,
Mais donc en dehors de est-ce que la théorie est valide ou pas, moi à la limite là c'est pas ça qui m'intéresse, c'est un terme qui a été très très popularisé et repris par tous les décideurs locaux que je rencontre. C'est-à-dire du conseiller général, régional, au maire d'intercommunalité, certains entrepreneurs aussi ruraux vont dire nous sommes la France périphérique. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a marché en fait parce que ça permettait, y compris à des gens qui sont dominants localement, de se revendiquer, de se mettre dans le même bateau que par exemple Vanessa, la, mère, enfin, la jeune employée isolée qui élève seule ses enfants. Ils étaient tous en fait dans ce groupe de la France périphérique. C'est-à-dire que les divisions n'étaient plus les inégalités de salaire, les inégalités de genre ou que sais-je, c'était le fait d'appartenir, pour reprendre les termes de cette théorie-là, au bobo mondialisé des métropoles ou d'être un petit blanc, parce que c'est une vision un peu racialiste de la société comme ça qui se diffuse, qui opposerait en fait d'un côté une population dite plus de souche et de l'autre une population mondialisée, plus métissée et qui bénéficierait plus en fait des flux de la mondialisation. Et bien sûr, il y avait un nouveau, pour moi, j'y voyais un nouveau remake en fait, du folklorisme qui fait qu'on a tendance à toujours homogénéiser les populations des campagnes. Depuis, nous, en anthropologie, en sociologie, dans les années 60, mes prédécesseurs, mes collègues de ces époques-là, voyaient en fait la ruralité comme une civilisation paysanne appelée à disparaître d'un temps jadis, qui ne se renouvelait plus, alors même qu'à cette époque, dans les années 60, la plupart des personnes travaillaient déjà pour les collectivités territoriales, pour l'État, pour le tertiaire. Il y avait déjà beaucoup de diplômés en rural, on travaillait déjà dans les villes. Il y avait à peine 12-15% de personnes qui travaillaient dans l'agriculture en milieu rural. Aujourd'hui, c'est 4-5% en fait, des actifs qui travaillent dans l'agriculture en milieu rural. Mais voilà, on avait en fait tous ces poncifs qui se reproduisaient. Et puis ça oubliait aussi de dire qu'en fait, entre les campagnes, il y avait même des formes de concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des enquêtes d'opinion, on sait que depuis les années 90, il y a les gros 2 tiers des Français, aujourd'hui on est à 9 Français sur 10 qui déclarent vouloir vivre à la campagne dans l'idéal. Bon, en fait, quand on creuse un peu, c'est parce que dans le questionnaire, on associe ça à le fait d'être propriétaire d'une maison. Donc n'importe qui aujourd'hui veut sa maison avec jardin, sans vis-à-vis. Hein, c'est un peu les thèmes popularisés par les émissions d'agents immobiliers là sur M6 qui passaient toute la journée il y a quelques temps. C'est-à-dire que voilà, le fait d'être propriétaire, c'est très démocratisé et massifié. Et donc le fait de vivre à la campagne va avec ça. Mais quand on regarde les flux de population, y compris depuis le Covid, les gens qui quittent les villes et qui vont travailler à la campagne, notamment là si on prend les couples d'actifs avec enfants, parce que c'est aussi beaucoup de retraités en fait qui s'installent à la campagne en France avant tout, mais les gens qui vont dans les campagnes vont vers les campagnes attractives. Donc les campagnes attractives en France, c'est celles qui sont proches des littoraux, qui sont dans l'ouest de la France ou dans le sud. Toutes les campagnes enseignement industriel et productives, le nord et l'est de la France, elles continuent de se vider. Et quand elles attirent des nouveaux habitants, il y a quelques néo-ruraux un peu pionniers qui vont avoir des projets comme ça de rénovation de monuments historiques ou que sais-je. Mais en tout cas, c'est plutôt des retraités qui vont là-bas. C'est-à-dire que les départements vieillissants accueillent des populations qui sont encore plus vieilles que la médiane d'âge de leur territoire. Malgré toutes les politiques d'attractivité qui ont été mises en place, hein, beaucoup d'investissements de fonds publics, notamment là-dedans, pour redorer l'image des campagnes. J'espère que vous avez déjà vu des pubs dans le métro en descendant à la Défense qui vantaient les bienfaits de respirer au grand air, par exemple chez moi en Haute-Marne, où il y avait une pub à l'époque dans mon département qui disait voilà, pour le prix d'un studio ici, vous pouvez vous acheter un château chez nous. Voilà, donc à bon entendeur. Donc ça, c'était un petit rappel, parce que je me disais qu'à cette époque-là, à ce moment-là de la conférence, j'aurais parlé un peu vite, mais juste sur quoi je me base en fait pour vous parler depuis tout à l'heure. Moi, j'ai fait une enquête sur ces milieux-là qui a duré 9 ans et demi, quoi, quasiment une dizaine d'années, où j'ai fait de l'observation participante, c'est-à-dire que c'est vraiment, j'habite sur place et j'essaye de me mêler à la vie des gens. Donc comment en travaillant avec eux, les aidant à retaper leur maison, j'allais beaucoup aussi à la chasse, au foot, différentes sociabilités plutôt orientées du côté masculin. Mais bon, de toute façon, la sociabilité tourne plutôt autour des hommes et les femmes sont en second plan dans ce milieu-là, populaire et rural. Et j'ai fréquenté plutôt une population qui est composée d'ouvriers, d'employés, mais aussi beaucoup d'artisans.
Et ça peut être les mêmes personnes. En fait, il faut bien comprendre que quand on parle des catégories sociales, c'est une vision très figée en fait de ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que les groupes de gens, les gens qu'on fréquente, les ouvriers ne fréquentent pas que des ouvriers. Typiquement à la campagne, les groupes d'amis, ils étaient plutôt constitués d'ouvriers et toujours d'artisans. Et puis on avait du mal aussi, par effet de concurrence sur le marché de l'emploi local, à rester amis et très proches de gens qui avaient exactement les mêmes qualifications que vous. Bah, typiquement, quand vous êtes deux jeunes formés à la plomberie et puis qu'il y a un emploi de plombier qui s'ouvre chez le gros entrepreneur du coin, qui est bien rémunéré, qui avec des perspectives de carrière, vous allez tous les deux postuler. Tous les deux, vous allez être pistonnés par certains et par d'autres. Il n'y en a qu'un qui a le poste. Et après, ben, vous vous faites la tête pendant autant d'années que vous avez été amis parce que c'est vécu comme injuste le fait qu'il y en ait un qui a été pris et pas l'autre. Et tout ça, c'est des logiques qui défont en fait les relations d'entraide et d'amitié, mais qui aussi invitent à davantage de ce qu'on appelle de relations interclassistes, c'est-à-dire que quand on est dans la réalité de la vie des gens, ben là, on a tendance à fréquenter des personnes qui gagnent peut-être un peu plus que nous, qui ont plus de patrimoine, mais avec qui on n'est pas aussi directement en concurrence. Et surtout, j'y reviendrai après, mais il y a bien évidemment un effet de désirabilité, c'est-à-dire que quand vous habitez dans des zones où, comme on dit, tout le monde se connaît, on fait aussi un tri dans ses fréquentations. On veut fréquenter des gens à qui on veut ressembler. Et donc là, en fait, les personnes qui réussissent, comme on dit, leur vie, qui ont monté des entreprises, qui sont ces artisans qu'on ne voulait pas arrêter dans le péage des Gilets jaunes, ils attirent autour d'eux pas mal de monde, notamment des gens un peu plus précaires qu'eux économiquement. Ça, vous savez, c'est quoi? C'est pour faire un petit jeu au milieu de la... Ouais. Essayez vraiment de pas... Non, d'essayer d'être moins intelligent que ça. Il faut vraiment lâcher prise. Ah, je l'ai entendu. Vas-y, dites-le. Voilà. Ouais. Souvent, on ne le dit pas fort, il faut bien capter. Alors, j'ai mon pointeur là. Ouais, voilà. Tac. Ce qui est intéressant, donc moi, toute mon étude, elle se déroule, on va dire, là, dans cette zone-là. Alors, c'est une zone un peu grande, mais en fait, c'est parce que quand on fait une enquête par immersion sur les sociabilités des gens, sur leur fréquentation, les gens, ils fréquentent les gens qu'ils connaissent. Et aujourd'hui, les gens qu'on connaît, être du coin, au milieu rural, c'est pas être d'un village. On ne vit plus à l'échelle d'un village. Comme je vous l'ai dit, on bosse à 30 km de chez soi, on va au lycée à 30 km. Donc en fait, le périmètre, les gens du coin, c'est les gens qui connaissent quelqu'un là où ils sont. Et être du coin, c'est juste avoir une activité qui est visible et être reconnu, faire partie du commérage. C'est pas forcément être là depuis 6 générations, c'est pas forcément être de ce village-là, mais c'est être pris dans ces relations de sociabilité, d'interconnaissance. Donc ça les amène à vivre, comme très souvent, hein, de toute façon dans les catégories populaires, à la frontière de 3 départements. C'est là où l'action publique, elle tape toujours à côté, c'est que en fait, les départements, c'est pas des bassins de vie, c'est pas des bassins même d'interconnaissance. Pour moi, c'est ça qui devrait être le vrai découpage, en fait. C'est le périmètre où on connaît du monde. Là, on se rend compte, en fait, qu'il y a une certaine cohérence là-dedans. Et c'est le périmètre où on évolue, c'est le périmètre où on prend sa voiture et où on travaille. Et je sais pas, par exemple, si on prend, là vous avez tout un bassin industriel ici, maintenant un peu plus haut, là où c'est tout blanc, là, où en fait les gens viennent des Vosges, de la Haute-Marne et de la Meuse et ils travaillent dans le même bassin industriel et ils sont tout le temps amenés à aller vers l'un et l'autre, à changer d'usine. Donc un coup ils travaillent à un quart d'heure de chez eux, puis 2 ans après ils sont à 3 quarts d'heure. Mais en fait ils se connaissent tous et c'est parce qu'ils ont entendu un collègue parler de la rémunération dans cette boîte-là qu'ils ont changé. Enfin, bref. Et ce qui est intéressant avec cette carte-là, juste pour aller vite, c'est que en fait on voit les campagnes attractives parce que ça ne suit pas la carte des villes. Je ne vous l'ai pas mise, mais ça ne suit pas exactement la carte des villes, ça suit plutôt la carte du Vauterraine d'ailleurs. J'ai un économiste, Hugo Subtil, là, qui a publié une note, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, qui montrait qu'il y a une corrélation en fait entre la fermeture des bars, des débits de boissons et l'augmentation du Vauterraine. C'est parce qu'en fait, il m'a écrit il y a plus d'1 an, il m'a dit voilà, j'avais lu ton bouquin, tu dis que la carte des bars, elle ressemble à celle du Vauterraine. Moi, je vais voir vraiment s'il y a une corrélation historique au niveau de l'augmentation du Vauterraine et de la fermeture des bars. Ce qui ne veut pas dire, attention, que c'est la cause. C'est-à-dire que le bar, souvent, il ferme parce que l'usine, elle a fermé, parce qu'il y a moins d'emplois, parce que les gens se fréquentent moins pour X raisons, donc ils vont moins dans les lieux publics, les tiers-lieux, comme on dit aujourd'hui chez les gentrifieurs, enfin les néo-ruraux. Mais tiers-lieux, voilà. Bon. Mais avant, on disait le bistrot du coin, quoi. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les campagnes où où il y a moins de monde, où il y a aussi moins de pouvoir d'achat, les bars, ils ont fermé. Moi, sur mes terrains, il y avait une trentaine de débits de boissons dans les années 70 et il y en a entre 0 et 3 aujourd'hui par canton.
Donc en fait, il n'y a plus rien. Alors que si vous allez dans les campagnes touristiques, même s'ils ne sont pas ouverts toute l'année, parfois, il faut quand même un peu nuancer, il y a des bistrots, il y a encore du pouvoir d'achat, il y a des jeunes qui arrivent dans les zones rurales, notamment le Graal du démographe en milieu rural, c'est les femmes en âge de procréer, qui en fait quittent massivement tous ces territoires-là. C'est-à-dire que les jeunes hommes qui bossent dans l'industrie, dans le bâtiment, etc., eux, ils vont avoir plus tendance à rester, mais les filles, qui sont meilleures à l'école que les hommes, même si après elles sont moins bien payées sur le marché du travail et tout, les femmes elles sont meilleures à l'école, elles ont plus de diplômes, elles réussissent mieux. Donc en fait, même quand elles viennent de milieux populaires ruraux, qu'elles vivent ici, elles partent à Dijon, elles partent à Nancy, elles partent à Reims, voire à Paris, et après on les revoit plus parce que leur diplôme il vaut rien là où elles ont grandi. Et elles vont dire je vais pas revenir faire caissière avec bac+4. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'elles partent, elles font pas d'enfants, il y a moins de population, il n'y a plus que des anciens. Les bars ne sont fréquentés que par les retraités de l'usine du coin qui a fermé, donc ils sont mal vus par les jeunes que je fréquente. Et voilà ce qui ça donne, c'est une France où il y a des bars, de la sociabilité, des fêtes locales, où on veut parfois son indépendance régionale, on est fier de parler la langue du coin, même quand on est né aux ruraux, on met ses enfants à l'école basque, occitane ou je sais pas quoi. Alors que dans cette France-là, il y a moins en fait de valorisation du patrimoine immatériel local, on se sent pas vraiment meusien ou je ne sais quoi. Mais voilà, on parle plus en fait du déclin, du c'était mieux avant, et c'est là qu'on vote RN, et c'est là qu'on a été le plus gilet jaune. Toutes choses égales d'ailleurs. C'est-à-dire, typiquement, un ouvrier qui habite ici et un ouvrier qui habite là, ils ne votent pas la même chose, parce qu'ils ne fréquentent pas les mêmes gens, parce qu'ils ne voient pas évoluer son contexte économique, social, mais aussi symbolique de la même manière. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe en fait après, une fois que quand vous avez pu en fait ces réseaux qui allaient de soi, c'est-à-dire on bosse ensemble, on va au bistrot ensemble, on se marie ensemble, on fait des enfants sur place, il y a une reproduction sociale, comme on dit, de génération en génération. On votait plutôt Mitterrand ou gaulliste, voilà, selon les gaullistes puis Mitterrand, enfin voilà, selon les zones, enfin en tout cas pour des partis de gouvernement un peu classiques. Mais tout ça s'effondre. Le travail disparaît. C'est un grand thème de la sociologie. Qu'est-ce qui se passe? La nature sociale, elle a horreur du vide. C'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas repliés chez eux derrière leur télé, ils ne sont pas individualisés, comme le dit la France périphérique, la théorie de la France périphérique et d'autres essayismes qui sont faits généralement depuis Paris, en disant, voilà, vu qu'il n'y a plus rien, les gens sont atomisés, ils ne voient plus personne, et c'est pour ça qu'ils votent RN, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de repères, ils sont soumis en fait aux diktats des médias. Alors attention, je ne dis pas que les médias n'ont pas d'importance, qu'il n'y a pas un effet performatif des discours qu'on consomme, etc. Néanmoins, ce qui s'est passé, c'est que puisque la reconnaissance par les autres, le fait d'être bien vu, le fait de dire qu'on travaille bien, qu'on a une famille qui se tient bien, qu'on élève bien ses enfants, tout ça c'est une ressource essentielle en milieu populaire. Parce que moins vous avez de diplômes, moins vous avez de capital économique, plus vous basez en fait votre réussite sociale sur la reconnaissance par vos pairs PAIRS. Alors nous aussi, dans nos petits milieux professionnels, on va avoir à cœur d'impressionner telle personne, etc. Mais demain, en fait, si cette personne-là ne peut pas vous saquer, dit du mal de vous, il vous reste quand même votre fonction, il vous reste quand même vos diplômes. Vous pouvez d'ailleurs aussi changer de ville parce qu'on a beaucoup de diplômes et parce qu'on peut les monnayer ailleurs dans d'autres métropoles, y compris à l'étranger, alors qu'eux, ils ne peuvent pas. En fait, ils me disent beaucoup, d'ailleurs, mes homologues, ça c'est quelque chose qui revenait beaucoup, me disaient Paris jamais de la vie, c'était parce qu'ils disaient, en gros, quand tu es ouvrier à Paris, tu prends ton RER, personne ne te voit bosser, tu es derrière ta bâche de chantier, tu ravales l'immeuble haussmannien, personne sait qui tu es et personne ne te voit rentrer chez toi le soir en disant que tu as de l'or dans les mains. Nous, si, c'est encore possible tout ça. Donc les effets de la reconnaissance sociale, c'est avant tout être entouré, ne pas passer, comme on disait, pour un perdu. Le perdu, c'était celui que les autres laissaient tomber, qu'on regardait plus, qui pouvait se retrouver à aller au bistrot du coin le dernier avec les vieux, du coup, parce qu'il n'était plus en fait dans cette sociabilité valorisante. Et donc, on recrée des formes d'appartenance qui se basent plus sur les collectifs de travail, qui se basent plus sur les cafés, mais qui sont plutôt une sociabilité assez diffuse. On se dit, là, on se fréquente chez les uns les autres. On sait qui y a quand on regarde les voitures qui sont garées devant la porte. Et c'est c'est dans ces petites configurations-là que je retrouve un nous. C'est-à-dire qu'on me dit, c'est nous, la bande de potes, le clan d'amis. C'est-à-dire quand on n'en fait pas partie, on dit que c'est le clan des autres, parce que c'est difficilement pénétrable. Je vois beaucoup de jeunes qui arrivent, notamment pour un travail ou quoi, qui me disent ici, le problème, c'est qu'il y a des clans. Tu veux jouer dans l'équipe de foot, si tu n'es pas copain avec les autres, ils ne te mettront pas dans leur équipe, puis ils ne t'invitent pas à l'apéro, puis personne ne te donne un coup de main pour retaper ta maison. Alors que dans le petit clan, tout le monde s'entraide et ils ont tous eu des maisons. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont pu avoir eu des enfants plus tôt, etc. Et puis quand il y a eu un boulot qui s'est ouvert là, ils lui ont donné le boulot. Et je me rends compte en faisant les statistiques sur les personnes que je suis, ce que je rencontre quand même et je suis
Pendant 10 ans, je vais suivre 120 personnes, mais en gros, il y a 200 personnes que j'arrive à suivre pendant pas mal de temps. Et la grosse majorité d'entre eux ont trouvé un travail et une compagne ou un mari, une femme, dans la bande de potes. Voilà, ça revient massivement. C'est-à-dire, c'est pas LinkedIn, c'est pas non plus une affiche à la mairie. On trouve un boulot parce qu'un copain te recommande. Tu rencontres ta femme parce qu'un copain te l'a présenté ou la femme d'un copain est venue avec elle un coup à une soirée. Elle a intégré la bande et voilà, vous vous êtes mis ensemble. Et parfois on divorce parce que la bande ne pouvait pas, n'entendait pas que cette union reste. Enfin, on se sépare généralement avant le mariage. Mais en gros, la bande est cette structure de reproduction sociale qui auparavant était assurée plutôt par des structures économiques stables, le paternalisme industriel notamment, le fait de rentrer de génération en génération dans les mêmes boîtes. Alors ça peut être pour des petites entreprises de 20 salariés, mais aussi là vraiment pour des grands groupes. Et ça tient, je veux dire, le paternalisme industriel, le fait de rentrer à l'usine comme ses parents, c'est pas un signe des temps, c'est pas juste que les gens ont trouvé ça ringard. Là, en ce moment, je fais un terrain dans une usine de 1500 salariés. Les personnes qui arrivent proche de la retraite font rentrer leurs enfants dedans parce que ça paye beaucoup mieux, parce que ça permet de vivre et travailler au pays plutôt que d'aller en ville. Parce que aussi, il y a cette critique-là de dire aller faire des études en ville, oui, mais pourquoi? Ceux qui partent, on ne les revoit plus. D'ailleurs, c'est des filles dont on s'en préoccupe moins que les hommes. Hein. Cette inégalité sociale là aussi de la reconnaissance sociale, elle porte plus en fait sur les hommes. Le fait d'avoir, comme on dit, de l'autochtonie, d'être bien vu, c'est plutôt pour les hommes que pour les femmes. Les femmes sont plus invisibles là-dedans. Donc on zappe en fait tout ce qui a trait à la ville et on essaye de rester. Et le petit clan là peut permettre ça. Le seul truc aussi qui change et qui fait que les jeunes viennent plus au bar, c'est qu'ils ont fait le tri. C'est-à-dire, on ne disait pas simplement nous, la bande de potes, mais déjà nous, que nous d'abord. Et on a fait le tri avec ceux avec qui on a été en concurrence, ceux qui ont mal parlé sur nous. C'est-à-dire que vous êtes dans des zones où avant il n'y avait pas de chômage, plein emploi. D'un seul coup, le chômage, il a augmenté. Alors parfois, il baisse parce qu'en fait, il y a tellement de déclin démographique. Parce qu'il y a, par exemple, si je prends mon département, la Haute-Marne, on perd beaucoup plus d'habitants que pendant les différents exodes ruraux. Hein, c'est du jamais vu, en fait, ce qui s'est passé depuis les années 90. C'est bien plus massif que l'exode rural. Et on en parle moins parce que c'est diffus et parce que c'est des femmes qui partent. Mais à l'époque où voilà, les hommes partaient vendre leur force de travail à Paris, ça a moins fait diminuer la population. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on me dit tout le temps, on a fait le tri entre ceux avec qui on se sent unis et les autres, les saluts ça va, les gens de qui on se méfie, qui peuvent faire du commérage sur vous. Et donc, chez les uns les autres, une fois qu'on passe le pas de la porte, on est tranquille, on peut parler comme on veut. Et le café, à l'inverse, c'est on ne sait pas sur qui on va tomber. Quand il y a, ouais, quand il y a un café qui avait rouvert dans un village où j'enquêtais, il y avait un maire nostalgique de son époque qui avait payé comme ça pour qu'un café rouvre en mettant une employée communale à la tête du café. Il ne marchait pas parce que les jeunes appelaient avant pour savoir qui y avait. Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas fréquenter certaines personnes. Et il y a eu beaucoup d'altercations dans ce café-là, donc ils l'ont fermé. Donc ça va de pair, en fait, mais ça je vous l'ai dit au début, avec le fait d'avoir sa maison à soi, parce que la maison ne devient pas forcément un espace de repli, hein, c'est souvent comme ça qu'elle est étudiée, la maison, c'est-à-dire que la maison, c'est l'enfermement, le repli, les gens veulent des maisons parce qu'ils veulent plus voir personne. Mais en fait, non, la maison, c'est aussi pour inviter les copains, c'est vraiment là où on entretient son réseau. D'ailleurs, on casse les murs, on fait des baies vitrées, on met des grands canapés pour accueillir tout le monde, il y a tout le temps des grillades au congèle pour prolonger l'apéro ad vitam aeternam. Enfin voilà, tout ça, en fait, montre aussi que c'est pas forcément quelque chose qui marque le déclin, le fait de rester chez soi. La maison, c'est aussi quelque chose qui est très important, un mode de vie auquel les gens tiennent dur comme fer, et on ne leur prendra pas sans violence, je pense, c'est qu'ils l'ont fait eux-mêmes. C'est que pour accéder à la propriété, la plupart des personnes que j'ai suivies ont acheté leur maison autour de 30 000 euros, parce qu'on est dans les zones où le bâti est le moins cher de France. Après, ils la rénovent eux-mêmes. En tout, ça va leur coûter 80-90 000 euros pour une maison de 250 mètres carrés avec un terrain, quoi. Mais ils valorisent le fait vraiment de ne pas dépendre en fait de l'autre, d'artisans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais demandé la prime rénov, parce qu'en fait, ils voient une contrainte à leur autonomie. Et l'autonomie, le fait de faire soi-même en fait entouré des meilleurs copains de la bande de potes qui viennent à l'apéro, c'est vraiment vécu comme une forme de réussite sociale et quelque chose qu'on valorise beaucoup politiquement. Les gilets jaunes, c'était aussi ça. On me disait ici, c'est un peu la Corse sans la mer, qui viennent pas nous dire comment vivre chez nous.
c'était aussi entendu sur on se débrouille comme on veut, on sait très bien se débrouiller. Et toutes les réactions à l'égard de l'État, des politiques d'État, elles peuvent être lues par ce prisme-là. Et donc qui dit maison dit dette, donc dit toujours travailler, montrer qu'on travaille, montrer qu'on a de quoi payer son crédit. On répétait ça tout le temps. Oh, pardon. Un homme qui ne travaille pas ne vaut rien. Donc voilà, ça pouvait valoir aussi pour les femmes, mais un peu moins. Et bien sûr aussi l'attachement à la voiture. Donc en fait, on comprend les gilets jaunes une fois qu'on est passé par ces sociabilités du quotidien, avant qu'elles soient politisées, avant qu'elles soient sur les écrans de nos télés, quoi. Donc là, j'ai essayé en conclusion en fait d'avoir un peu, de jouer quand même un peu le jeu de qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est trop facile de faire des analyses sans rien dire. Donc là, en fait, moi, pardon, j'ai identifié 3 trucs. Ça vaut ce que ça vaut. Essayer en fait que toutes les normes et toutes les politiques publiques qu'on met en place, elles ne soient pas vécues et reçues de manière descendante. Alors en fait, c'est toujours les catégories dominantes de la société qui vont décider de ce qu'il faut faire. On ne va pas se leurrer. Il n'y aura pas en fait, il n'y a pas de démocratie directe et de choses qui viennent d'en bas en fait dans les démocraties actuelles. Ça marche comme ça. Voilà, il y a des représentants qui décident. Néanmoins, quand ça se passe, sans relais locaux, c'est-à-dire que ces normes-là ne sont pas incarnées, sont même combattues par les gens auxquels on veut ressembler. Typiquement, les Gilets jaunes qui ne voulaient pas bloquer les artisans qui, eux, étaient très farouchement opposés aussi à la taxe carbone, on avait envie d'être comme les artisans. C'est-à-dire que si vous dites que vous ne pensez pas comme ceux qui sont vos potentiels employeurs, ceux à qui vous voulez potentiellement ressembler une fois que vous aurez fait à peu près carrière, vous n'arriverez rien à faire passer. Et ces leaders d'opinion, j'appelle ça des leaders d'opinion parce que c'est le terme de Lazarsfeld, un des fondateurs de la science politique, qui montrait qu'en fait le vote, on le décide généralement 2 semaines avant de voter par des discussions avec les gens qui sont en mesure de nous convaincre, qui sont souvent des personnes qui sont dans nos cercles de fréquentation, qui ont à peu près le même style de vie que nous, mais qui gagnent un peu plus, qui sont un peu plus vieux, etc. Typiquement, l'artisan, le petit patron qui côtoie l'ouvrier, quand il est pour ou contre une décision, quand il est, par exemple, comme je l'ai vu le jour de l'élection, devant la mairie et qui dit à chaque jeune ouvrier qui passe vote pour la bonne parce que c'était Le Pen contre Macron au second tour, évidemment que quand tu veux leur ressembler, tu as tendance à te conformer. Donc ça vaut un peu pour tout. Ensuite, ne pas voir ces populations-là comme des gens qui, comme le disait récemment une enquêtée, qui auraient besoin qu'on leur fasse des câlins, c'est-à-dire laquelle il faudrait toujours en fait venir en accompagnement d'un sentiment d'abandon, parce que c'est légitime, les députés quand ils arrivent sur place, mais même le maire, on lui dit il faut refaire le trottoir, il faut remettre un ligne TGV, il faut remettre un guichet de poste, etc. En fait, dans le quotidien, les gens ils demandent pas ça, ils prennent pas le train, ils utilisent peu les services publics, ils valorisent le fait de faire par eux-mêmes. Et ils se mettent à distance de l'État. Quand ils touchent, par exemple, des allocations familiales, ils ne veulent pas que ça se sache. Enfin bref, il y a toute une attitude ambivalente. Du coup, il ne faut pas leur parler en fait avec cette espèce de main tendue misérabiliste qui leur laisserait penser qu'on leur vient en aide parce qu'ils seraient, comme ils le disent eux-mêmes, vus comme des cas sociaux. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui fonctionne. Et puis ensuite, voilà, il y a le truc évident qu'on sait tous, mais on ne peut pas édicter des normes sans ignorer les contraintes structurelles, c'est-à-dire que souvent on a fait de nécessité vertu en s'attachant mordicus à sa voiture et en la valorisant. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est obligé de prendre la voiture, comme je vous l'ai dit au début, par rapport à l'éloignement de tous les services et de tous les lieux de vie, qu'on a fait de la voiture quelque chose aussi qui vous valorise, qu'on entretient, etc. Donc il faut arriver à tenir ça ensemble. Et voilà, ça va? Je peux m'arrêter là? Merci. Ça va très très bien. Merci infiniment, c'était vraiment très intéressant. Alors, ce que vous ne voyez pas ici, c'est qu'il y a 400-500 personnes qui sont connectées à distance, donc il y a des questions sur le chat. Mais je vous propose qu'on donne d'abord peut-être la parole s'il y a des questions dans la salle. Juste, alors, des questions courtes, parce qu'il reste plus ou moins 10 minutes pour Benoît. Il y a des micros qui peuvent circuler, là je vois qu'il y a une question. Peut-être je vais aller vite du coup. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi j'ai une question sur plutôt la première partie du coup de votre présentation sur le mouvement des Gilets jaunes. Moi je me posais une question, c'était le choix un peu spécial de la date, c'est un peu plus lointain, enfin plus après dans le mouvement, mais le choix de la date du samedi à chaque fois pour les revendications, les fameux actes, etc. Et je me demande si vous avez analysé ça. Est-ce que ça à mettre en regard plutôt avec ce que vous avez dit, l'espèce de dialectique entre l'exploitation et l'aliénation par et l'émancipation par le travail,
ou plutôt par le fait qu'il n'y ait pas forcément de syndicats et donc que le mouvement soit plutôt dirigé vers Macron et l'État profond que contre les patrons locaux, ou alors c'est juste les conditions matérielles de reproduction, on n'a pas assez pour aller en semaine, quoi, etc. Donc voilà. Je réponds. Ouais, le samedi, c'était vraiment pour marquer le fait que c'était un mouvement de travailleurs, de gens qui pouvaient parfois ne se libérer que le samedi. Ça, c'était une revendication qui manait plutôt des gens sur Facebook, qui n'étaient pas trop là sur les péages. Ce qui est d'ailleurs un peu piège, hein, parce qu'en fait, quand vous écoutez beaucoup le réseau social, il y a beaucoup de gens qui vous disent « je vais venir samedi », mais ils ne viennent pas. Mais les gilets jaunes aussi qui sont restés dans le temps, c'est pour ça que ça a été beaucoup de retraités aussi, alors qu'ils n'étaient pas majoritaires au départ, c'est parce qu'il fallait rester toute la semaine. Et le mouvement du samedi, pour moi, c'est un autre mouvement social quasiment. C'était perçu par les gens du péage comme le mouvement des manifestations, avec la participation de ceux qu'ils appelaient les bébés, qui étaient les Black Blocs, donc qui étaient beaucoup plus jeunes qu'eux, qui venaient de milieux sociaux beaucoup plus aisés, ou en tout cas diplômés et urbains. Et donc, c'est pas qu'ils ne s'entendaient pas forcément avec, mais ils ne se reconnaissaient pas forcément dans le mouvement. Et le mouvement du samedi, les samedis, ont été vus et ont fait que certains gilets jaunes du début ont arrêté d'être gilets jaunes. Parce qu'en fait, ils me disaient, à partir du moment où, en gros, BFM TV, ils parlaient beaucoup de BFM TV à l'époque, disaient du mal de nous, dans mon entourage, on disait aussi du mal de mon action, donc j'ai arrêté d'être gilet jaune, mais je n'en pense pas moins. Voilà, c'est des personnes qui ont eu, après, des trajectoires de politisation, en fait, qu'on continue de se politiser, mais autrement, de manière plus invisible à la suite de ce mouvement-là, mais parce qu'ils avaient du mal à lier les deux, entre la représentation médiatique, les manifestations, le truc codé avec participation de gens qui avaient du capital politique, qui savent le faire, et eux qui avaient plutôt un mouvement très ancré localement et entre profanes, qui leur permettait de ne pas se sentir mal à l'aise. C'est-à-dire qu'on était tous au même niveau, avec zéro expérience politique, et c'est ce qui permettait de faire émerger des voix de milieux populaires qu'on n'entend pas d'habitude, alors que dans la manifestation, un peu moins. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, ce que j'en ai retenu et compris, du coup, c'est vraiment cet aspect de repli sur soi et de vie en petite communauté et avec une interface entre, du coup, le clan et le reste de la société. Et du coup, je me demandais donc si, comme vous dites, l'aspect un peu politique misérabiliste, ne fonctionne pas, le fait de faire, de donner des aides, la calinothérapie, etc. Du coup, comment on fait, alors que ce soit d'un aspect sociétal, pour recréer un pont, créer un lien? Comment on fait, du coup, nous, en tant que personnes qui ne faisons pas partie des clans? Et je pose la question donc d'un point de vue sociétal et aussi d'un point de vue en tant que travailleuse chez RTE, parce que du coup, moi, mon travail, c'est de faire l'interface entre justement les équipes métiers et typiquement potentiellement des agriculteurs chez qui on va avoir des projets, etc. Donc, est-ce que vous auriez un conseil de quelle posture adopter, comment créer un contact pour avoir justement un contact qui soit sain et qui ait un lien et pas juste une façade qui essaie de passer au-delà de cet espace qu'il y a potentiellement entre du coup ceux qui ne font pas partie du clan et ceux qui sont dedans. Alors, je fais l'enquête que je viens de terminer là, et le prochain bouquin, c'est sur les relations entre les gens extérieurs à ces milieux-là et eux. Il n'y a pas de réponse toute faite. C'est vraiment compliqué, mais ça se joue beaucoup en fait sur des effets de ce qu'on appelle des effets d'éthos, des manières d'être, des façons d'être, même parfois parce qu'en fait, ils n'attendent pas forcément que tout vienne d'eux, notamment dans la représentation politique. Parfois, je leur explique que voilà, il n'y a pas forcément des gens qui leur ressemblent à l'Assemblée nationale ou quoi. Et eux disent oui, mais de toute façon, ils ne seraient pas capables. Enfin, il y a une intériorisation aussi de la légitimité sociale qui est arbitraire en fait, et qui est de dire voilà, si tu as plus de diplômes, tu es plus intelligent ou je ne sais quoi. Ils remettent ça en cause chez eux, mais pas forcément pour l'ailleurs. Donc ils ne vont pas remettre en cause, je vois ça beaucoup dans l'installation des châteaux d'eau par exemple, là, dans les communes ou quoi, on veut un expert qui sache et qui nous explique. Néanmoins, c'est comment il arrive, comment il nous aborde et qui ne nous demande pas du tout, par exemple, comment ça va être perçu. Là, moi, par exemple, je pense à des chantiers, là, d'éoliennes ou quoi. C'est vraiment qu'est-ce que ça va faire en fait à la personne qui bénéficie de ça. Comment ça va changer en fait sa place dans son réseau social. Tout ça, en fait, il faut se donner les moyens de le voir. Et c'est pas en faisant une consultation avec le maire. Le maire, en fait, qui est souvent vu comme un élu le plus proche de sa population, de plus en plus, sociologiquement,
par rapport à son niveau de revenu, son niveau de diplôme, il ressemble de moins en moins en fait à ses administrés, notamment à cause de la réforme de l'interco, tout ce qu'il y a plein d'effets, mais en gros le maire ouvrier ou paysan c'est un autre temps, une anomalie, et voilà il y a de plus en plus de maires cadres dans des campagnes populaires. Et c'est ce qui fait qu'il faut avoir des méthodes, je dirais plutôt de l'enquête directe, d'aller voir de vos yeux et de parler concrètement aussi du vécu. Et ça, c'est intéressant même pour vous. C'est comme nous en sociologie, on construit notre objet à partir de ce que nous en disent les gens. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un cadre d'analyse, mais en fait, on reprend ce qu'on appelle les catégories du cru ou indigène ou vernaculaire pour dire, essayons de penser comme eux pensent l'objet. Et après, avec notre expertise, de voir comment on peut faire une symbiose, de tout ça. C'est un peu abstrait à chaque fois, mais en tout cas, ça part de ce postulat-là. Merci. On va prendre encore une question dans la salle et une à distance. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai bien aimé. Par contre, il y a une phrase que j'ai pas du tout aimée, je peux vous le dire. Les femmes sont en second plan dans le milieu rural. Alors, bon, c'est peut-être parce que vous êtes un homme. Non, je me posais la question. Parce que, d'abord, il n'y a pas le milieu rural, il y a des ruralités. On le dit bien RTE. En fait, c'est peut-être pas pareil dans toute la France, mais moi, je trouve une véritable évolution de la place des femmes dans le milieu rural. Alors, déjà par rapport aux municipalités, on a vu que bon, il va y en avoir plus. Et moi, pour moi, il y a une véritable positivité par rapport à ça. Voilà. Je précise que Guylaine est la présidente de Famille Rurale. Ouais. Alors, la place des femmes en milieu rural, ce qui a... Donc là, moi, je parlais des milieux populaires, donc c'est peut-être un peu le quiproquo. En fait, on voit de plus en plus de femmes qui sont mères. La plupart des cadres administratifs, des cadres de l'État en milieu rural sont des femmes. Ce qui fait que, par exemple, dans les régions où j'enquête, aujourd'hui, le premier employeur, c'est l'État. Le salaire des femmes, il est en train de repasser au-dessus du salaire des hommes parce que, en fait, les femmes qui sont là sont plus diplômées. Donc, elles sont aussi dominantes sous certains aspects. Néanmoins, quand on va, en fait, dans ces populations-là peu diplômés, qui travaillent plus dans les métiers qui ne se télétravaillent pas, dans les métiers directs, c'est là où on a les plus gros écarts de salaire selon le genre. C'est-à-dire que typiquement, dans un couple de milieu populaire, il y a un ouvrier de l'industrie qui va plutôt être bien valorisé sur le plan salarial et une femme qui travaille dans l'aide à la personne. Par exemple, les aides à domicile dans les départements du Grand Est, elles gagnent entre 2 et 3 fois moins que les aides à domicile dans le... Comment s'appelle le département dans lequel on est là désolé, le 92, quoi, enfin, là où on est. Voilà. Il y a un écart de salaire de x2. Donc en fait, il y a une domination masculine qui s'impose de fait, c'est que quand vous avez des écarts de salaire, les couples se forment entre un homme beaucoup plus vieux que sa compagne. C'est un peu comme le médecin qui se remarie avec une infirmière, il ne se marie pas avec une infirmière de son âge. En fait, il y a la domination par le salaire, permet un écart d'âge dans le couple, ce qui fait qu'elle rentre plus tard sur le marché du travail. Quand les enfants arrivent, vu qu'elle a un métier plus précaire, ça va plutôt être elle qui s'arrête de travailler plutôt que lui. C'est lui qui possède la voiture, donc c'est lui qui occupe la surface sociale. Et on s'est amusé à faire tout un tas de statistiques sur l'offre de loisirs dans les milieux populaires ruraux. En fait, les loisirs qui restent, qui sont visibles, qui attirent du monde, sont des loisirs masculins. Les femmes n'ont plus en fait d'espace dans lequel elles peuvent se valoriser. Les femmes de classe supérieure, si, et d'ailleurs les tiers-lieux sont souvent portés par elles, mais les femmes de milieu populaire, non. Et quand les femmes de classe supérieure, moi j'appuie des actions dans cette faveur-là, de faveur des jeunes femmes en milieu rural, etc., via des tiers-lieux. Quand elles essayent de faire des ponts, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a cet écart social qui se maintient. Donc, c'est pas de fait de dire tant mieux si les hommes sont devant, c'est plutôt de dire c'est le résultat d'inégalité et d'une domination masculine. Et évidemment que les femmes qui sont plus diplômées, qui ont des meilleurs salaires, vont pouvoir prendre de la place, mais tout ça reste plus fragile en fait à mesure qu'on les précarise, quoi. Et ça n'a vraiment pas juste là-dessus. Dans l'histoire, ces campagnes-là ont été très tôt, notamment laïcisées et porteuses en fait plutôt de valeurs égalitaires, on va dire, entre les sexes, parce qu'on avait des industries textiles qui payaient bien leurs manœuvres féminines, en comparaison notamment des hommes. Donc quand les femmes étaient bien payées, en fait, on avait notamment, nous, on avait une ligue de football féminine, des clubs de majorettes, etc. On allait voir les femmes, elles formaient des groupes et elles pouvaient être solidaires. Et quand on leur a pris ça, quand on les a précarisées, forcément que devenir mère au foyer, c'est devenu un horizon et qu'on n'allait pas chercher forcément ailleurs. Donc voilà, c'est tout ça en fait que je décris plus que de dire faut pas que les femmes prennent une place. Je vous propose qu'on prenne une dernière question à distance. Élodie, tu sélectionnes parmi celles du chat une question qui te paraît Alors, une question peut-être un peu plus légère. Des recommandations pour réussir un retour en ruralité
auprès de ceux qu'on retrouve et qui sont restés, en plus d'organiser des barbecues? Très bien. Mais je pense que c'est déjà de s'investir dans les structures qui existent déjà. Et c'est un vrai prisme qu'on a, mais quand on revient de la ville, on a adopté des catégories d'analyse qui sont plus celles en fait, qui sont présentes pour les gens du coin. Par exemple, là, quand on consulte pour des politiques de jeunesse, on dit les jeunes, ils ont plus d'activité culturelle à la campagne. En fait, quand on regarde bien, ils font plus souvent partie d'associations, mais leur pratique culturelle, c'est le foot, la pêche, la chasse. Et c'est pas considéré comme une pratique culturelle, en gros, par le ministère de la Culture. Enfin voilà, c'est pas estampillé pareil. Donc on a tendance à dire il n'y a plus rien. Alors qu'en fait, eux, ils sont très investis. Leur week-end, ils n'ont pas une minute. Et c'est des gens pour qui la vie est très intense, en fait. Ils ne sont pas là en train de s'ennuyer chez eux devant la télé. D'ailleurs, ils la consomment moins qu'en ville. C'est intéressant de se dire, est-ce que je ne vais pas déjà regarder ce qui se fait, me mettre un peu à un niveau d'observateur, me faire respecter parce que je suis là concrètement, plutôt que de dire, vous savez, on va tout faire autrement. Maintenant qu'on est là, on va faire autrement. Parce que sinon, il y a l'effet de polarisation qui se passe dans plein de communes en France aujourd'hui, où très rapidement, les néo-ruraux qui sont arrivés font des listes aux municipales. Et en fait, ça polarise encore davantage les deux groupes. C'est-à-dire que, et là je l'ai vu dans les nouvelles enquêtes, les gens du coin se sentent de plus en plus éloignés des néos, à mesure que les néos veulent redéfinir l'usage de la campagne. Ils veulent dire, là, ça, on va le faire autrement, on va penser autrement, etc. Donc je pense que c'est des choses qui prennent plus de temps. Et puis ça serait bien peut-être aussi que du côté des néo-ruraux, on apprenne des gens du coin, que ce ne soit pas toujours aussi descendant, se dire il faut les changer. Et ça, c'est quelque chose qui de toute façon ne fonctionne pas, même en dehors de... Merci infiniment. Pour les Merci. personnes qui sont dans la salle, on va pouvoir continuer les échanges autour d'un café. Merci beaucoup, c'était passionnant. Et alors pour les administrateurs et les instructeurs du comité exécutif, on reprend à 11h pile dans une salle à côté. Et pour les autres, la prochaine conférence Regard de ruralité aura lieu en octobre et a priori ce sera Sandra Oibian du Crédoc qui sera là. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.